Bonjour à tous. C'est une atteinte à la vie privée ou le signe d'un nouveau monde avec de nouvelles frontières et de nouvelles règles. Google Street, des habits rue, et nous tenterons de savoir si c'est vraiment pour notre bien. Je suis certain que vous avez déjà été vérifié ou demandé à quelqu'un de le faire pour vous. Que voit-on depuis votre habitation sur Google Street View? C'est la question du moment. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un programme informatique qui permet de voir des photos prises depuis n'importe quelle rue de Belgique. La société Google a en fait quadrillé avec une voiture et un appareil photo toutes les rues, ou presque en tout cas de notre pays. On peut donc voir facilement une maison, un appartement et une bonne dose de votre intimité. C'est ce genre de prise de vue dont on va parler aujourd'hui. Est-ce bien légal? N'est-ce pas donner un outil moderne qui manquait à la panoplie du voleur? Et justement, quel type d'intimité peut-on encore avoir sur Internet? On en parle avec nos invités. Henri Laquet, vous êtes avocat. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, il y a Pascal Franck. Vous êtes chercheur Internet à l'UCL. Monsieur Laquet, est-ce que c'est bien légal, selon vous, de la part de Google, d'avoir lancé ce type de programme? Est-ce que tout ça est bien légal? Le fait de prendre en photo des biens immobiliers qui se trouvent sur la voie publique me paraît légal. Et il n'y a pas, selon moi, d'atteinte à la vie privée. En revanche, si sur ces photos, on reconnaît certaines personnes, on reconnaît des véhicules où on peut lire les plaques d'immatriculation des véhicules, il y a dans ce cas-là évidemment atteinte au respect de la vie privée. La technique du zoom va très loin, hein. On peut carrément aller voir jusqu'au nom sur la sonnette, c'est quand même très délicat. Donc selon vous, la loi, c'est si on prend la photo depuis un lieu public vers une résidence privée, il n'y a pas de souci, sauf si on voit les détails ou pas? Il n'y a pas de souci, sauf évidemment si on voit les détails, si on peut identifier les personnes qui se trouvent là. Évidemment, là, il y a un gros problème. C'est pour cette raison-là que pour l'instant, Google a flouté les visages des personnes et les plaques minéralogiques. J'ai pu remarquer d'ailleurs que certains floutages n'étaient pas parfaits. Comment ça se passe justement le floutage? Est-ce qu'il y a une façon automatique pour Google? Ils vont, j'imagine, pas aller voir chaque personne et chaque voiture pour aller flouter la plaque minéralogique? Non, évidemment. Donc il y a des techniques qui permettent de détecter les plaques minéralogiques, par exemple des chiffres rouges sur un fond blanc pour les plaques belges. Et donc effectivement, ces algorithmes floutent alors automatiquement soit ce qui est reconnu comme des plaques minéralogiques, soit ce qui est reconnu comme des visages, sachant que, étant donné que c'est des programmes informatiques, c'est sujet à des bugs, à des erreurs, à des approximations. Et donc c'est ce qui explique effectivement que ça ne marche pas toujours correctement et qu'on peut effectivement parfois lire une plaque minéralogique ou reconnaître une personne. Qu'est-ce qui se passe quand on se reconnaît comme ça? On écrit à Google et rapidement il change, il n'y a pas de souci? C'est en tout cas le discours officiel. Maintenant, il faudra voir comment les choses vont se passer. Si effectivement demain, un grand nombre de personnes font une requête à Google, pour changer ça, il y a toujours, j'imagine, un délai qui va être demandé. Et pendant ce délai-là, l'information est telle quelle sur Internet. C'est un petit peu la stratégie de Google d'ailleurs, non seulement pour ce service-là, mais pour d'autres services comme Google Books par exemple. C'est d'imposer une technologie profitant de sa masse et de sa puissance financière, et puis de mettre les gens un peu devant le fait accompli, en laissant finalement un peu de solutions pour s'en prémunir une fois que c'est fait. Internet et les règles de vie privée, c'est presque incompatible en fait. C'est très compliqué parce que Internet est un phénomène mondial. Google est une société américaine installée aux États-Unis. Nous sommes en Europe, les règles sont différentes et donc il est très difficile pour un citoyen de s'opposer à un géant informatique comme Google. On a vu le syndicat policier CIPOL s'étonner que ces données soient facilement accessibles. Pour eux, c'est un outil très dangereux que les voleurs pourraient utiliser pour aller voir chez eux. Est-ce que vous avez aussi ce type de crainte? Bon, j'ai ce type de crainte, effectivement. Les photos sont de tellement bonne qualité et on peut faire le tour d'une propriété qu'effectivement ça pourrait permettre à certains de visualiser les lieux. Moi, la crainte que j'ai, c'est une crainte pour le futur. Et je prends un exemple avec Facebook. Quand Facebook est apparu sur le marché, on n'a pas imaginé les problèmes juridiques que Facebook pouvait créer. Je pense qu'on n'imagine pas maintenant encore les problèmes que Google Street View pourrait engendrer. J'ai très peur des recoupements d'informations. Pensez à quoi en particulier? Mais il faut savoir que Google est quand même un géant informatique, c'est un moteur de recherche, c'est un fournisseur d'adresses e-mail qui scanne vos emails et qui retient les mots clés de vos emails, qui a maintenant Street View, et donc j'ai peur des recoupements d'informations. J'ai déjà vu par exemple sur Google Street View que certaines photos de maisons sont associées avec des commerçants ou des indépendants.
a-t-on demandé l'avis des indépendants pour que la photo de leur maison soit associée à leur nom? Ça me paraît quand même très délicat et j'ai peur pour l'avenir. Comment est-ce qu'ils sont rentables? Ça coûte cher de scanner comme ça 10 millions d'habitants. Comment est-ce qu'ils font pas ça pour le plaisir? Comment est-ce qu'ils peuvent, quel est leur modèle économique? Le modèle économique de Google, comme de Facebook, comme de MySpace et d'autres services sur Internet, c'est la publicité. Et donc, le spectateur sait très bien que pour qu'une publicité soit efficace, il faut bien connaître la personne à qui on va la proposer. Et donc, l'intérêt pour ces entreprises, c'est de mieux cibler les personnes, les utilisateurs. Avec des photos des rues, ça peut aider les entreprises à mieux cibler les utilisateurs de leurs produits? Alors, je pense que... Alors, il y a vraiment deux aspects différents. Il y a, d'une part, l'application Google Street View en particulier, qui rentre dans un cadre plus large pour Google, qui consiste à faire du marketing autour de sa marque et à amener les gens à utiliser l'ensemble des produits de Google et donc à avoir plus de publicité qui leur seront présentées. Maintenant, je ne dis pas que Google le fait pour l'instant, mais technologiquement, ça pose aucun problème à partir d'une photo de reconnaître le modèle d'une voiture. Et donc, à partir du moment où on a pris une photo de votre maison, il y a le modèle de votre voiture qui est devant, Google pourrait détecter que c'est telle marque de tel constructeur. De plus, sachant que les maisons ont généralement des différences lorsqu'elles sont l'une à côté de l'autre, Google pourrait par exemple aussi connaître la largeur de votre maison, la hauteur de votre maison, et donc en déduire, suivant les différents critères-là, un certain niveau de revenu que vous pouvez avoir au niveau de votre foyer. Mmh. Je vais vous parler d'une question, celle de Joseph de Charleroi, qui en pose une, mais en fait on en a reçu des dizaines comme celle-là. Il nous dit ceci: je trouve anormal que ces gens aient eu la permission de filmer à tout va, sans demander l'avis à la population. Si nous voulions faire la même chose et installer un système de surveillance, eh bien c'est presque impossible, un combat difficile en tout cas, nous dit-il. Il se pose donc la question suivante: pourquoi 2 poids 2 mesures? Comment ça se fait? C'est peut-être à l'avocat d'ailleurs que je vais poser cette question, que Google peut, lui, avoir des photos et des prises de vue qu'un habitant ne pourrait pas obtenir avec une caméra sur sa maison. Ce sont 2 choses différentes. Si vous mettez une caméra sur votre maison, vous filmez en temps réel et vous enregistrez le film. C'est parfaitement illégal. Google, c'est un peu différent. Google a pris des photos qui, au départ, n'étaient pas anonymes, évidemment. Et ces photos qui datent d'il y a 2 ou 3 ans ont été floutées. Donc le procédé est différent, mais il est vrai que vous pouvez avoir été pris en photo, et ce n'est que par la suite que Google a traité l'information et a flouté votre photo. Mais est-ce que, par exemple, le travail de l'informaticien qui va flouter les photos, lui, il observe les photos qu'il voit? Est-ce que déjà dans son observation, dans son œil à lui, il n'y a pas déjà une sorte de violation de la vie privée? Alors apparemment, ces photos auraient été floutées par ordinateur sans l'intervention d'un homme, mais c'est vrai que le simple fait de prendre des photos dans un espace public est une atteinte à la vie privée. Parce que Google, je pense que Google, dans ses mémoires, a les photos avec les visages non floutés. C'est à la suite d'un traitement qu'on a flouté les visages. Ça vous étonne, ça, ou pas? Non, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'aujourd'hui, notamment pour une société qui a autant de moyens, mais ça ne coûte pas très cher de stocker beaucoup d'informations. Donc je serais effectivement étonné que Google ne retienne que des photos qui ont été floutées. Je pense qu'ils retiennent d'une part les photos non floutées et les versions floutées qui sont à disposition sur Google Street View. Qu'est-ce qu'ils font de ces photos? Je pense, encore une fois, comme j'expliquais il y a un instant, la stratégie de Google commerciale, c'est de connaître un maximum d'informations sur ses utilisateurs pour pouvoir mieux placer ses publicités et donc en demander un prix plus intéressant. Et donc, je pense que ce que Google pense, c'est dire, mais on a une série de données sur les personnes qu'on peut collecter, on va les garder et on verra demain si on peut en retirer un bénéfice. Donc, si je prends l'exemple de Gmail, l'histoire de Gmail est très connue. C'est une application qui a été développée par un des employés de Google pour usage interne. Et puis, comme ils l'ont trouvé très chouette et comme ils ont trouvé que c'était mieux que d'autres services équivalents sur Internet, ils ont décidé de l'ouvrir. Et ce n'est une fois que le service est ouvert et qu'ils ont commencé à avoir beaucoup de monde, qu'ils se sont dit, bah oui, en fait, ce serait intéressant de commencer à scanner les emails. Et je pense qu'il y a mais je pense que ça vaut aussi pour Facebook ou pour d'autres acteurs d'Internet, il y a cette capacité de se dire que comme ça ne coûte rien aujourd'hui de stocker les informations, stockons-en un maximum. Google, par exemple, retient toutes les requêtes qui sont effectuées depuis 98. Donc, retenons un maximum d'informations et on verra bien demain comment est-ce qu'on peut s'en servir. Et vous n'êtes pas surpris de voir les gens qui se laissent justement aller à mettre autant d'informations très personnelles, très confidentielles? On parle de Google, mais il y a Facebook, il y a Twitter qui référence des amis, des goûts, des commentaires.
Quelle est la démarche, selon vous, qui fait que les gens, de façon proactive, vont donner toutes ces informations gratuitement, finalement, à une société commerciale qui va les revendre? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison qui est d'abord un problème j'ai envie de dire psychologique, c'est-à-dire que les gens ont le sentiment qu'à partir du moment où ils ont une page personnelle, par exemple sur Facebook, ils ont le sentiment que ça relève du domaine privé, parce que soi-disant, ils invitent leurs amis à consulter, et ils ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où l'information est sur Internet, elle est effectivement publique. Donc je pense qu'il y a déjà là un premier problème, et ça touche particulièrement les plus jeunes. Et puis deuxièmement, je pense que les gens ne savent pas que Google fait ça. Donc si je reprends l'exemple de Gmail, c'est pas un secret. Quand vous créez un compte sur Gmail, vous devez valider les conditions d'utilisation et c'est marqué dedans. Simplement, c'est marqué dans 45 pages de texte que j'imagine personne ne lit. Donc je pense qu'il y a un problème et de formation et de mauvaise appréhension de ce que c'est qu'Internet, où les gens ont l'impression que parce qu'ils font quelque chose à titre privé, ça relève du domaine privé, alors que par définition, c'est du domaine public. C'est forcément public. Et alors justement, une des raisons qui fait que les gens ont cette démarche proactive, elle est dans la question de Sandrine de Liège. En gros, si vous vous demandez à quoi ça sert, elle l'explique en disant ceci: ma vie privée est limpide, ça ne me gêne pas du tout que l'on voit ma voiture devant une maison. Ça m'amuse beaucoup d'ailleurs d'aller voir la maison des personnes dont je connais l'adresse, mais où je ne suis jamais allé. Je trouve ça très gai, nous dit-elle. C'est sur ce type de ressort évidemment que l'entreprise joue, ou c'est une forme de voyeurisme, on peut appeler ça comme ça? Alors, la réaction de la téléspectatrice est assez classique. On trouve ça très gai, mais quand on a un problème juridique, on se rend compte des conséquences. Je vais vous donner un exemple qui s'est produit en Belgique très récemment. Un contrôleur des contributions a redressé fiscalement un contribuable en regardant ses photos sur Facebook. Et la Cour d'appel d'Anvers a considéré que ce moyen de preuve était légal. Ah bon? Alors, c'est très drôle de mettre ses photos de vacances sur Facebook. Quand on a un contrôle fiscal, c'est beaucoup moins gai. Et là, on s'en rend compte. Et donc le contrôleur s'est rendu compte qu'il était parti en vacances plusieurs fois, qu'il avait une maison plus grande. Pour être tout à fait précis, le contribuable avait acheté une voiture de luxe et il l'avait insérée à 80% dans ses charges professionnelles. Et le contrôleur s'est rendu compte que cette belle voiture de luxe servait surtout à partir en vacances dans des pays lointains. Et donc il a été redressé. La Cour d'appel d'Anvers a considéré que ce moyen de preuve était parfaitement légal. On ne se rend pas compte des conséquences juridiques de l'utilisation de Facebook ou de Google. C'est lorsqu'on a des problèmes qu'on s'en rend compte, mais malheureusement, il est un peu trop tard. Mais c'est une victoire informatique pour ces sociétés-là, en tout cas, d'avoir réussi à donner envie aux gens de donner autant d'informations personnelles. Parce que si on leur avait dit, écoutez, donnez-nous vos goûts, vos couleurs, ce que vous aimez bien, et puis nous, on va les revendre, personne ne l'aurait fait, évidemment. Ah non, on voit bien ça, par exemple, avec les gens qui téléphonent chez vous à la maison pour faire des enquêtes d'opinion, ce qui est plus ou moins le même objectif, mieux connaître les personnes pour les cibler par la suite. On voit bien que la majorité des gens raccrochent au téléphone. Mais je pense, encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les gens sont mal informés et mal formés à Internet. Et donc, ils ne savent absolument pas que c'est ça le ressort qui est utilisé par ces sociétés-là, d'où l'importance, je pense, de mettre en place des mécanismes de formation pour l'ensemble de la population, et en particulier pour les plus jeunes. Et bien voilà, cette émission, c'était aussi un mécanisme d'information. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis.